Est-ce possible d'entreprendre autrement, de ne pas sacrifier sa santé? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Brice, fondateur du concept de Smart Freelancing, qui prône une façon d'entreprendre plus rentable, mais sans efforts supplémentaires. Tu as créé un concept pour aider les indépendants à travailler autrement, tout en maximisant leur impact et leur rentabilité. Brice, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Hello Soraya, bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir déjà premièrement et c'est un plaisir d'être là avec toi et avec les personnes qui sont là aujourd'hui. Alors pour te répondre, il y a plusieurs questions, mais on va commencer par le parcours. Globalement, j'ai pas toujours été comme ça, parce que sinon ce serait trop facile évidemment. Globalement, non, effectivement, ça s'est développé au fil des années. Moi, j'ai commencé en freelance quand j'étais encore étudiant, donc j'étais en école de commerce, et je me suis lancé à côté parce que je faisais souvent des jobs étudiants, des jobs d'été, des alternances, des stages, etc. Et je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de tester une autre approche, et j'avais déjà quelques compétences à ce moment-là, donc j'ai découvert le freelancing par hasard sur internet. J'ai tenté l'aventure vraiment comme ça pour tester et ça m'a pas mal plu. Donc dès que j'ai fini mes études en 2019, je me suis lancé pour de bon. Donc je suis pas passé par la fameuse case CDI, agence ou autre. J'ai direct sauté dans le grand bain de l'indépendance. Au début, comme tout le monde, je me suis dit bon, il faut maintenant bosser 35 heures comme un adulte. Voire même plus, puisque attention, l'entrepreneuriat, l'indépendance, c'est difficile, hein, il faut travailler beaucoup plus que la moyenne, et c'est pas sûr qu'on s'en sorte. Alors, ça, on entend encore beaucoup aujourd'hui, hein, même 6 ans plus tard, et je pense que si on le pense sincèrement, ça, on risque d'y rester, mais il y a effectivement une autre voie, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fil de l'eau, parce que j'ai toujours été un peu rebelle, j'ai toujours été un peu un sale gosse, et j'aime bien faire les choses selon mes propres règles. Donc quand quelque chose me convient plus, j'aime bien voir s'il n'y a pas une autre approche. Donc, c'est pour ça que j'ai pas forcément eu de très très bonnes expériences en stage, en alternance, mais voilà, heureusement c'est loin derrière maintenant. Et quand j'ai commencé à me fatiguer au bout de la première année en free, première année ça allait, c'était ok quoi, random vie de freelance, je gagnais normal pour travailler beaucoup. Et après en 2020, 2021, au moment du Covid, du confinement, vu que ça marchait plutôt pas mal, j'ai commencé à travailler un peu plus pour me dire bah je vais capitaliser là-dessus, etc. Et là je me suis vraiment fatigué, donc je me suis dit ok maintenant je vais travailler moins, mais j'ai pas envie de perdre en revenu. Donc au début, j'ai juste travaillé moins, et forcément, bah, j'ai perdu en revenu, mais ensuite, j'ai réussi à augmenter mes revenus, à stabiliser l'activité, à trouver de nouveaux clients, à lancer de nouvelles offres, etc., sans travailler plus, parce que justement, je voulais pas revenir aux 30-35 heures que je faisais avant. Et je me suis dit, je veux plus travailler plus que 5 heures par jour au grand max. Donc comment on fait, en partant de là, pour continuer à avoir une activité qui se développe et être à l'aise, quoi. Parce que c'est quand même l'objectif, je pense, quand on se lance dans l'indépendance, dans l'entrepreneuriat. C'est pas seulement d'avoir un grand projet, une grande vision, de vouloir changer le monde. Évidemment, on est beaucoup à partager cette vision, mais il y a aussi cette idée d'indépendance, de liberté. Et parfois, on s'auto-piège, en fait, dans un rythme qui n'est pas le nôtre. Donc, j'ai mis en place pas mal de choses. J'ai rencontré énormément de freelances, d'indépendants, de solopreneurs, d'entrepreneurs. Je me suis constitué des collectifs, j'ai rencontré beaucoup d'amis, j'ai fait beaucoup d'événements, j'ai organisé mes propres événements, j'ai lancé mon propre podcast, bref, j'ai créé beaucoup de contenu. Et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à avoir cette idée-là, de se dire, entre travailler dur pour réussir et gagner beaucoup d'argent et stabiliser une activité, ou à l'inverse, travailler peu, l'oisiveté, rien faire sur son canapé et galérer, bah, il y a une troisième voie en fait, c'est-à-dire reprendre un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire réussir à garder du temps pour soi, pour ses autres projets pro éventuellement, pour sa famille, pour ses loisirs, pour ses passions, pour ses engagements, pour ses combats, et en même temps, bah, garder une activité qui marche bien et avoir des revenus qui nous conviennent. Pas obligé de gagner 10 000 euros par mois pour s'en sortir, hein. Gagner 4 000, 5 000, 6 000 euros de CA par mois, c'est déjà très bien. Donc voilà, des objectifs réalistes et qui sont atteignables, je pense, pour la plupart des freelances, même si il y a des contextes différents, des activités, des situations différentes, évidemment. C'est hyper porteur d'espoir ce que tu partages, Brice. C'est vrai qu'on commence de plus en plus à entendre que ce soit voilà le concept de slow entrepreneuriat ou de smart entrepreneuriat. En tout cas, on commence à entendre de plus en plus de voix qui s'élèvent un peu contre ce système un peu finalement traditionnel où on nous dit ben forcément pour entreprendre, il faut sacrifier sa santé, il faut faire 72 heures par semaine minimum, c'est le prix à payer, on est tous passés par là. Et de penser aussi tout simplement que ben, l'épanouissement, ça passe certes par le travail, parce que finalement ça prend quand même pas mal de temps, mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes dans la vie.
Et du coup, moi, je suis hyper curieuse de savoir un petit peu quand tu disais, bah non, j'ai pas forcément commencé comme ça, comme tout le monde, j'ai commencé en pensant que voilà, il fallait forcément travailler de longues heures. Et du coup, j'aimerais bien revenir un peu sur les principaux problèmes. Tu en as parlé rapidement, hein, tu as dit, oui, en 2021, j'ai commencé à me fatiguer, etc. Mais tu peux nous parler un peu plus de, en fait, concrètement, comment ça s'est traduit? Est-ce que tes nuits ont été affectées? Est-ce que c'est le stress? Est-ce qu'il t'est arrivé de frôler l'épuisement? Comment ça s'est traduit? Ou alors est-ce que, sans forcément en arriver là, juste tu as eu une prise de conscience en te disant, en fait, moi, je veux autre chose pour ma vie que de passer mes journées à travailler? La bonne question, effectivement. Alors, ça s'est fait de manière assez évidente. Alors, pas forcément pour moi, mais c'était plus pour la personne avec qui je vivais à l'époque, notamment pendant le confinement, qui devait me supporter. Et je le voyais bien, au final, que forcément, je travaillais plus que d'habitude et que ça se ressentait, en fait, dans mon humeur, dans mon attitude, dans mon moral, en fait. Et je pense que ça, c'est la première étape. Et beaucoup de personnes s'arrêtent pas là. Elles se disent, bon, oui, bah, c'est normal, je travaille, normal que je fasse un peu la gueule. Ça, c'est pour moi la première étape. Et si on s'arrête pas là, qu'on continue à travailler toujours beaucoup, à sacrifier le reste, je pense que l'étape d'après, c'est de commencer à avoir des problèmes de sommeil, c'est commencer à avoir la santé qui décline, tomber malade très fréquemment, être fatigué tout le temps, commencer à avoir ses résultats, les niveaux de qualité de son travail baisser, et au final, tout le reste qui se casse un peu la gueule. Donc, je pense qu'avant d'en arriver là, et surtout avant de continuer le chemin qui va jusqu'au burn-out et la dépression, je pense qu'il faut savoir dire stop. Alors forcément, parfois, il y a des périodes un peu plus dures que d'autres, parce qu'il faut lancer un nouveau projet, parce qu'il faut ramener là de l'argent, parce qu'il y a une famille qui se développe, il y a un nouveau business, il y a une crise à surmonter ou autre. Mais en général, la vie de freelance, c'est quand même assez montagne russe, alors que ça pourrait être beaucoup plus calme. La vie au sens vie économique, je veux dire. Donc moi, comment ça s'est traduit, c'est vraiment, j'ai senti que j'étais plus aussi souriant, déconnant qu'avant, et je me suis dit là, il est temps de changer quelque chose. Et c'est surtout cette vision en fait, je commence à plus avoir la même énergie positive, on va dire. Et ça, c'est un truc c'est un truc que quand j'étais avant en alternance, en stage, en job d'été ou autre, je faisais avec. Je me disais, bon, de toute façon, voilà, on fait avec, on n'a pas le choix. Par contre, en étant free, je me suis toujours dit, non, c'est pas possible, j'arriverai pas jusque-là. Et j'ai préféré lever le pied avant qu'il soit vraiment trop tard, quoi. En fait, tu t'es écouté, tu as su t'écouter C'est et ça. ça montre une grande intelligence émotionnelle parce que je pense que, enfin, tous les interviews que je suis en train de faire pour l'émission, les thérapeutes, ils disent toujours la première étape pour entreprendre sans se brûler les ailes, c'est de savoir s'écouter, d'avoir une connaissance de soi. Donc, c'est exactement ce que tu as su faire. C'est ce que j'essaye de faire. S'écouter, c'est bien, mais il faut aussi accepter ce qu'on écoute, ce qu'on entend, du coup. Parce qu'on peut s'écouter et se dire, ah là, ça va pas du tout. Ouais. Mais si on reste dans cette situation-là, c'est pas forcément suffisant, je trouve. Donc, s'écouter, oui, mais aussi avoir le courage d'agir. Et parfois, en fait, le problème, c'est qu'on se dit, bah, en fait, il n'y a pas de solution. Et moi, j'ai accompagné pas mal de freelances, j'en ai rencontré pas mal aussi, qui se disent ça et qui se disent, oui, c'est compliqué, financièrement, c'est compliqué, j'ai plus le temps pour moi, je dors mal, je pense au taf tout le temps, il y a rien qui marche. Et ils ont pas d'option à portée de main, en fait, parce qu'ils sont dans un prisme, dans un paradigme qui fait qu'ils s'enferment eux-mêmes dans des croyances qui se disent, bah, il faut que je prospecte encore plus. Si je prospecte pas plus, je suis foutu. Sauf que du coup, ils prospectent, mais peut-être qu'ils sont pas faits pour la prospection. Peut-être que eux, leur truc, ce serait plus de faire du LinkedIn à fond. Ou alors, ce serait plus d'aller rencontrer des gens en vrai dans leur ville, faire des événements, faire du réseau 3 fois par semaine. Je suis sûr que pour beaucoup, ça leur réussirait beaucoup mieux. Et je pense que chacun a ses propres canaux de prédilection. Ouais. Il faut pas essayer à tout prix de se dire, bah, il faut faire de la prospection. Ou alors, il faut faire du réseau. Je pense qu'on a tous un peu nos trucs comme ça. Et ouais, accepter ce qu'on voit en nous pour pouvoir ensuite agir et avancer comme ça en essayant de trouver quelque chose qui nous convient, quoi. On comprend que pour toi, le freelancing, le slow freelancing ou le smart freelancing, tu nous en parleras, c'est beaucoup plus que juste une organisation de travail. Pour toi, c'est même un enjeu politique, voire philosophique. On est d'accord? Au-delà d'une simple Yes. méthode de travail, tu peux nous en parler un peu? Pourquoi c'est aussi important pour toi? Effectivement, c'est un vrai sujet. Faut toujours en parler avec des pincettes. J'essaie toujours de faire attention parce que ça peut brusquer parfois certaines personnes, surtout certains freelances, par exemple, qui viennent chercher des conseils de productivité ou
on va dire des tutos pour fixer ses tarifs, pour trouver des clients, etc. Ils sont pas là pour avoir un cours de théorie politique ou des leçons philosophiques sociétales, quoi. Le problème, c'est que pour moi, tout est lié. On peut pas vraiment faire du business, de l'entrepreneuriat, faire du freelancing sans prendre conscience que ce qu'on fait est politique, parce qu'en fait, tout est politique. On s'inscrit forcément dans un système, dans une société, dans un mode de fonctionnement global, qu'on le veuille ou pas. Moi, je connais beaucoup de freelances qui se disent que non, eux, tout ce qui se passe au niveau plus haut qu'eux, c'est-à-dire au niveau des institutions, de l'État, du système, etc., ça les concerne pas. Eux, ils font leur truc et ils regardent pas l'actu et ça se passe très bien comme ça. Sauf qu'au final, tout ce qu'ils vont faire, ça dépassera pas leur bulle, parce qu'au final, on est tous dans une bulle qui est construite par ce qui est au-dessus de nous, en tout cas, ce qui est plus grand que nous. Mais si on n'en a pas conscience, ça peut vite faire peur une fois qu'on s'en rend compte. Donc, quand j'ai voulu travailler moins, j'étais déjà un peu sensibilisé sur les sujets liés à tout ce qui est, on va dire, lutte sociale, à tout ce qui est le capitalisme, l'anticapitalisme, à tout ce qui est productivité versus productivité plus saine et plus respectueuse de soi, l'écologie personnelle, l'écologie tout court aussi. Donc tous ces sujets qui viennent en fait contextualiser l'activité freelance entrepreneuriat. Parce qu'au final, effectivement, quand on fait du business, on applique du marketing, on fait des prestats, on propose du service à nos clients, on fait du personal branding, voilà, on fait des choses qui sont très pragmatiques, très business, mais tout ça s'inscrit dans un cadre plus global. Et avec le slow freelancing que j'ai depuis renommé le smart freelancing, j'ai envie d'avoir un impact plus grand que juste 5 conseils pour augmenter ta productivité quand tu travailles en deep work le matin. Ça, c'est très bien, mais on est au niveau purement opérationnel. Après, c'est bien aussi de prendre un peu les hauteurs. Donc, on a le niveau opérationnel qui va être un peu productivité, efficacité, performance, des choses comme ça. Mais quand on remonte un peu, on peut se dire, OK, quelle est ma vision, quelle est la structure que j'ai en tête pour mon activité, quelle est ma stratégie business, ma stratégie d'acquisition, de personal branding, etc. Et au-dessus de ça, encore au-dessus, sur le petit étage qui surplombe tout ça, quel est mon positionnement politique, mon positionnement émotionnel, comment est-ce que je veux être perçu et quelles valeurs je veux défendre, quelle vision du monde je veux promouvoir au final à travers mon activité, mais pas seulement à travers de ce qu'on fait, compétences métiers pour nos clients, aussi la façon dont on le fait. Est-ce qu'on va travailler avec n'importe qui en faisant le taf basique, ou est-ce qu'on va faire attention à chaque étape de ce qu'on fait, que on respecte au maximum toutes les personnes, on soit inclusif, on fasse attention à nous-mêmes aussi, à pas s'épuiser, parce que le but c'est pas que tout le monde s'épuise à travailler pour tout le monde. Donc voilà, et le fait que ça parte d'en haut, souvent au niveau philosophique, sociétal, politique, etc., ça aide aussi derrière à structurer ce qui se passe en bas. C'est-à-dire que se dire ok, je m'inscris dans ce courant philosophique-là, par exemple, ou dans telle couleur politique, bah ça permet de donner du sens aussi à tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent du sens à leur travail, à leur activité. Je pense que même parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui explorent l'entrepreneuriat pour ces raisons-là, pour donner du sens à leur quotidien. Et le sens, souvent, il se trouve pas au niveau pratico-pratique, dans les petites actions du quotidien. Il se trouve dans la place qu'on se donne dans le monde et dans quel monde on veut construire pour demain. Et essayer de connecter tout ça dans une logique, dans une cohérence globale. Et le smart freelancing aborde tous ces aspects-là. Alors évidemment, un peu plus au niveau opérationnel, au niveau pratique, parce que souvent, c'est ça les principales problématiques des freelances auxquels je m'adresse, c'est comment augmenter ses revenus et sortir de l'épuisement professionnel, ou en tout cas éviter d'y arriver. Mais pour ça, je pense qu'il faut aussi développer un peu sa vision et pas on va dire, se limiter à ces aspects-là purement pragmatiques, quoi. Hyper inspirant. Et justement, du coup, si tu devais un peu résumer cette vision que tu portes et qui te tient à cœur, tu la formulerais comment? Alors, pour éviter de dire des gros mots qui peuvent faire peur sur certains sujets politiques, on va dire que c'est une autre voie, une voie alternative, une voie qui est plus respectueuse du temps, de l'énergie mentale et de chaque personne en fait. Et le but c'est que chacun puisse s'épanouir, développer l'activité qu'il ou elle souhaite, et qu'il puisse le faire longtemps, donc de manière pérenne et durable. Après tout ça peut être attribué, être assimilé à différents courants, mais voilà, moi
Je me revendique plutôt de gauche, plutôt anticapitaliste, et je porte une vision comme ça qui est alternative. Et je pense que justement ça fait un peu peur parfois à certaines personnes parce qu'ils se disent que c'est pas ça qui va leur remplir l'assiette. Sauf qu'au contraire, justement, il y a plein de manières de le faire différentes et on peut tout à fait ces idéaux-là et en même temps faire du business. Et on est beaucoup à le prouver chaque jour, même sur LinkedIn, même sur Insta, même un peu partout dans l'écosystème, il y en a de plus en plus qui revendiquent on va dire, ces convictions-là. Tu prônes la durabilité, que ce soit pour toi, pour tes partenaires et pour le monde, en fait, plus globalement. C'est ça, parce que je pense pas que nos petites activités d'entrepreneurs, de freelance, etc., à nos petites échelles, méritent qu'on détruise quoi que ce soit la planète, l'environnement, nos propres santé, notre mental ou autre. Je pense que l'idéal, c'est d'arriver à avoir un fonctionnement vertueux pour tout le monde et que ça marche comme ça. Après, évidemment, ça peut sembler un peu utopique, un peu idéaliste, mais tant qu'on relie ça à des aspects très terrain, on peut s'en sortir et faire des choses plutôt sympas. En tout cas, une autre voie est possible. Et du coup, on va finalement rentrer dans le vif du sujet. Brice, du coup, c'est quoi pour toi le smart freelancing? Comment est-ce que tu le définirais? Est-ce que c'est pour tout le monde? Bonne question. Je le définis tout simplement comme une méthode liée évidemment à une vision, comme je le disais, à un mouvement aussi, qui permet d'augmenter ses revenus sans augmenter son volume horaire de travail. Globalement, c'est brasser sans trimer. C'est des petits slogans comme ça que j'aime bien commencer à balancer un peu partout. C'est justement montrer qu'on n'est pas obligé de travailler plus pour gagner plus, comme le disait un très cher président il y a quelques années, mais que le volume horaire de travail n'est pas forcément lié à la réussite, entre guillemets, ni au revenu, ni à la qualité de ce qu'on fait, ni à la satisfaction client. En fait, c'est un peu un raccourci. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est plus de travailler intelligemment, plutôt que de travailler dur. Sauf que souvent, on confond les deux. Et au final, quand on regarde vraiment ceux qui réussissent le mieux, c'est pas les personnes qui travaillent plus en termes de temps horaire, parce que sinon, toutes les femmes de ménage seraient milliardaires, n'est-ce pas? Celles qui enchaînent des jobs et qui travaillent 16 heures par jour pour nourrir leur famille, travaillent beaucoup plus que la plupart des entrepreneurs que je connais travailleront jamais dans toute leur vie. Pourtant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de générer de l'argent en étant freelance, entrepreneur et en ayant un service qui fonctionne bien, plutôt qu'en se tuant à la tâche, que ce soit à l'usine ou dans d'autres jobs alimentaires qui sont beaucoup plus durs que ce qu'on fait. Est-ce que c'est fait pour tout le monde, le smart freelancing? Alors, c'est fait pour les freelances qui font de la prestat de service, les freelances globalement, donc qui travaillent devant leur ordi essentiellement, et qui sont dans tout ce qui va être web, développement de sites, web design, UX design, graphisme, copywriting, communication en général, marketing, toutes ces choses-là. Mais aussi parfois, il y a d'autres personnes qui sont coachs, ou qui sont accompagnantes, ou qui sont dans d'autres domaines, qui peuvent aussi prendre certains aspects, ou alors des chefs de projet, des personnes comme ça. En tout cas, il faut que ce soit des professionnels indépendants qui n'ont pas de contraintes horaires imposées dans leur contrat. Parce que par exemple, quelqu'un qui travaille uniquement à temps plein, parce que c'est, je sais pas, souvent, bon, je prenais l'exemple des chefs de projet ou des devs, mais parfois il y a souvent des chefs de projet ou des devs qui ont des contrats qui doivent bosser à temps plein chez le client pendant X mois. À ce moment-là, c'est compliqué de dire, bah, en fait, je vais venir que à mi-temps et tu vas me payer comme si je venais tout le temps parce que je suis hyper efficace. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Idem, quand on fait du coaching ou de l'accompagnement, on est payé globalement au temps horaire, à peu près, ça dépend comment est-ce qu'on package tout ça, mais là c'est un peu plus complexe. Donc idéalement, c'est pour les prestats de services. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça va aussi dépendre évidemment de la situation familiale de chacun, est-ce qu'on a des enfants ou non, est-ce qu'on a 25 ans ou 45 ans, est-ce qu'on a besoin de gagner 4000 € net par mois parce qu'on a des dettes, parce qu'on a investi, parce qu'on a des projets ou autres, ou est-ce qu'à l'inverse, on se contente de 1500, 2000 € par mois et ça va très bien comme ça. En fait, on a tous des vies différentes. Ça, c'est très important. Il n'y a pas deux freelances qui sont identiques. Par contre, les besoins des freelances sont souvent identiques. C'est-à-dire que les besoins, c'est pratiquement toujours en priorité de trouver des clients et ensuite de bon rythme, en tout cas de moins s'épuiser. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement avec 5 piliers qui sont la structure, le mental, l'acquisition, le temps et le revenu. Donc, globalement, ce sont les 5 piliers de la méthode SMART. Et une fois qu'on associe ces 5 piliers, on a l'ensemble des, on va dire, des aspects
qui sont importants à maîtriser et qui permettent de mettre en place un freelancing qui est beaucoup plus aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on est, avec ce que veulent nos clients, etc. Et il y a vraiment tous ces aspects-là à prendre en compte. Faire que de l'acquisition et négliger le reste, ça marche pas, ou en tout cas pas à long terme. Travailler que sur son fameux mindset, j'aime pas forcément ce mot, mais ça marche pas non plus, parce que évidemment il faut quand même un peu plus de terrain. Et voilà, c'est un ensemble en fait de choses. Chacun peut piocher dedans, mais c'est une méthode quand même qui s'applique à la majorité des freelances, peu importe la situation. Et en tout cas, chacun peut ensuite créer son propre freelancing. C'est ça aussi l'idée. C'est pas se dire voilà comment faire, mais plutôt de dire voilà comment tu peux créer toi ton approche du freelancing, où tu vas travailler peu, en tout cas moins que la moyenne, et gagner bien ta vie. Parce que c'est deux aspects qui sont pour moi hyper complémentaires. Et je trouve que c'est toujours un peu hypocrite de se dire non mais l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas si important, moi mon but c'est juste de d'être bien, etc. En vrai on a besoin d'argent pour faire tout ce qu'on veut dans la vie, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on doit pour survivre, donc autant essayer d'en gagner un peu, c'est quand même plutôt sympa. C'est clair. Non, mais hyper intéressant les 5 piliers. On va y revenir en détail un peu plus tard dans les questions, parce que voilà, concrètement, le but de l'émission, c'est aussi de donner des outils concrets à ceux qui nous écoutent. Hein, donc, on va pas s'arrêter là, mais juste pour préciser, du coup, on a bien compris que ça pouvait s'appliquer à tout type de freelance, hein, pratiquement en prestation de service. Qu'effectivement, il n'y avait pas un seul type de freelancing, mais il y avait autant de types de freelancing que de freelancers, finalement, en fonction de nos besoins, etc. Ma question, c'est aussi, est-ce que c'est une méthode qu'on peut appliquer dès le lancement du projet, ou est-ce qu'il faut forcément, un peu comme toi, tu es passé par ces phases où tu as un peu trimé, ou est-ce qu'il faut absolument d'abord lancer, travailler, je sais pas combien d'heures par match, et ensuite stabiliser l'activité? Si aujourd'hui je me bats pour démocratiser le smart freelancing, c'est pour faire gagner du temps à tous les freelances qui se lancent et qui sont au début de leur carrière, et leur éviter de passer par le même chemin que moi. Donc c'est aussi l'idée de comme ça mettre en commun tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que les autres freelances qui ont réussi entre guillemets m'ont appris, tout ce qu'on a bâti ensemble, donner tout ça aux nouveaux freelances, ceux qui ont entre 0 et 1-2 ans d'expérience, même si ceux plus avancés peuvent aussi évidemment apprendre des choses, mais c'est surtout ceux qui sont en junior, donc entre 0 et 2-3 ans, qui peuvent gagner beaucoup de temps, éviter des erreurs, comme ça, ça leur fait brûler des étapes, en fait. Oui. Plutôt que de passer par les fameuses étapes, de se dire bon là il va falloir que je travaille beaucoup parce que c'est le début, se dire bah non, il vaut mieux dès le début travailler intelligemment, faire du reverse engineering, c'est-à-dire se demander ce que veut mon client et ne faire que ce qu'il me demande pour atteindre les résultats, plutôt que d'avoir une façon de travailler très générale comme ça, très générique en fait, ou alors à l'inverse de se dire bah je vais faire de la prospection parce que il faut faire de la prospection, bah non, plutôt se dire voilà tous les canaux d'acquisition qui existent, voilà ceux qui m'inspirent, voilà ceux que je sais faire, voilà ceux que je peux faire. Bah, du coup, je vais mettre le paquet sur ces trois-là. Et pas se dire, il faut que je fasse un peu tout. Et puis les réseaux sociaux, je vais aller partout parce qu'il faut y être. Donc voilà, je pense que ça permet justement de gagner un temps fou. Et justement aussi de s'économiser parce que ça peut vite être fatigant aussi pendant des années de galérer et de pas atteindre ses objectifs. Moi, je connais aussi beaucoup de freelances qui sont obligés de reprendre un job à côté, soit à mi-temps, soit même à temps plein, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon équilibre, quoi. Et le pire, c'est qu'une fois qu'ils sont trop avancés dans ce que j'appelle la galère, alors c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est malheureusement factuel, c'est compliqué de là se dire ok là j'ai besoin d'argent, je suis un peu endetté, j'ai besoin de reprendre un taf alimentaire, là je vais mettre en place la méthode SMART et commencer à travailler plus intelligemment pour faire de l'acquisition. Là on est déjà un peu trop tard, donc l'idée je pense c'est de mettre ça en place pour la suite potentiellement, mais souvent c'est plus on le met en place en amont, plus on commence à travailler c'est-à-dire à faire du smart work plutôt que à se tuer à la tâche parce qu'il faut bosser 40 heures semaine à prospecter par exemple. Et plus on va s'économiser soi, sa santé, sa vie privée. Hyper intéressant. Du coup, voilà, tous ceux qui se lancent là en ce moment. Voilà, d'ailleurs, une dernière question avant de venir vraiment aux outils pratiques. On s'adresse aux freelances ou est-ce que les entrepreneurs peuvent aussi se reconnaître dans ces conseils? Alors, freelance ou à la limite solopreneurs, donc des entrepreneurs qui sont seuls aux commandes. Et à partir du moment où on a une équipe, où on a plus de responsabilités, on a potentiellement des investisseurs, on a des salariés, etc., c'est plus le même fonctionnement. Parce que justement, moi, je m'adresse à des personnes qui sont indépendantes, qui sont
solo, et donc qui ont cette liberté-là, qui ont cette possibilité de ne pas mettre de réveil le matin, qui ont cette possibilité de travailler peu. Pour connaître aussi pas mal d'entrepreneurs, c'est plus compliqué. Là, on est quand même dans un cadre beaucoup plus strict. Forcément, on a d'autres avantages, hein. On construit un projet beaucoup plus grand, on est avec d'autres personnes, on co-construit tout ça, mais on n'a plus du tout les mêmes possibilités. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Quand je dis entrepreneur, c'est vraiment au sens, on n'est pas tout seul, alors que sinon on est solopreneur. Du coup, quand on est entrepreneur, on doit, je pense, sacrifier un peu de flexibilité, sacrifier un peu de liberté, on va dire au profit du projet, quoi. Après, vraiment, on peut aussi se dire que être freelance, être solopreneur, c'est être entrepreneur, mais je pense que tu fais la différence et que la plupart des gens sauront la faire. Je pense que dans tous les cas, il y a des choses à apprendre. Par exemple, tout ce qui va être factuel, tout ce qui va être concret, sur, par exemple, des techniques de productivité ou sur des astuces comme ça d'efficacité. Évidemment, tout le monde peut s'en inspirer, même les salariés à la limite. Mais après, sur tout ce qui est plus structuration de l'activité, là, on va quand même être plus sur un modèle freelance, solopreneur, indépendant, que sur un mode entrepreneur, patron de boîte, quoi, dirigeant. Après, ça ne veut pas dire qu'un autre modèle n'est pas possible aussi pour les entrepreneurs. Effectivement, c'est pas le sujet. C'est moins mon truc. C'est pas le sujet de cet épisode. Et donc, du coup, si on veut rentrer vraiment dans la pratique, les bases, imaginons que voilà, on s'adresse à un freelance qui débute et qui voudrait, dans 6 mois, même pourquoi pas même avant, hein, même dans 3 mois, pouvoir avoir une activité pérenne sans sacrifier sa santé et son sommeil. Tu as parlé de 5 piliers absolument indispensable, la mentalité, l'acquisition, le revenu, et les 2 autres, je les ai plus en tête déjà. Le temps et la structure. Le temps et la structure. Est-ce que tu peux revenir en détail sur ces 5 piliers, nous expliquer ce qu'ils veulent dire pour toi, et à chaque fois, partager par exemple avec les freelances qui nous écoutent, un conseil pratique, une astuce pratique ou en tout cas une base, quelque chose qui pour toi te semble absolument essentiel si on veut se lancer avec cette philosophie. Alors effectivement, ça c'est les 5 piliers de ce que j'appelle la méthode SMART freelancing. Ne pas confondre avec SMART qui est déjà un autre acronyme. Moi, je me suis dit je vais créer le mien. On n'a jamais trop d'acronymes. Globalement, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on a une structure de la méthode qui est avec des aspects très stratégiques, d'autres qui sont beaucoup plus opérationnels et d'autres qui sont un peu entre les deux. Mais en gros, la partie structure, c'est souvent la plus importante parce que tout le reste en dépend. Si on n'a pas une bonne structure, donc une bonne stratégie, une bonne vision globale, tout le reste, ça va être un peu des bricolages, quoi. C'est-à-dire que ça va pas s'inscrire dans une cohérence globale. La priorité pour moi, donc pour des freelances qui nous écoutent, qui débutent ou pas, ou en tout cas qui veulent, on va dire, assainir, remettre à plat leur activité, c'est de poser ou de reposer les bases saines d'une activité freelance qui est vraiment prospère. Donc un freelancing qui est rentable, qui est heureux, qui est pérenne, ça dépend d'une structure adaptée à chacun et d'une stratégie qui est aussi adaptée à chacun. Souvent on se dit le freelancing c'est je vends une offre, je vends un service, je vends quelque chose à un client et c'est comme ça que ça marche. C'est très, très binaire, quoi. C'est très pragmatique, très terrain, alors qu'on est quand même dans une vision entrepreneuriale au sens large. On est quand même dans une optique de un peu ce qu'on disait tout à l'heure, si on n'a pas cette contextualisation, se dire ok, quel est mon rôle dans la société, en final qu'est-ce qu'un freelance, ça veut dire quoi avoir un rôle comme ça libéral, être indépendant alors que beaucoup sont salariés, etc. C'est bien, je pense, de prendre de la hauteur et de se rappeler un peu quelle est notre place dans la société. Pourquoi est-ce que, par exemple, et c'est quelque chose que ça me surprend toujours quand je vois le nombre de freelances qui se rendent pas compte du pourquoi est-ce qu'on on a moins de protection sociale, on a moins d'avantages que les autres, les salariés notamment, etc. Et c'est pour des raisons très simples. C'est parce qu'on cotise moins, c'est parce qu'on a un statut différent, etc. Il y a rien qui est du hasard. En fait, quand on est freelance, on choisit une certaine liberté, donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et là, je donne des exemples, mais en gros, c'est vraiment tout ce travail de réaliser la place qu'on a et se dire, ok, concrètement, donc je suis indépendant, où est-ce que je vais avec cette activité, qu'est-ce que je veux accomplir, de quoi ont besoin mes clients, qu'est-ce que je propose au final, est-ce que je suis au clair avec exactement ce que je veux vendre, pourquoi je veux le faire, est-ce qu'il y a un vrai besoin, est-ce que tout ça c'est vraiment aligné, et derrière, justement, se dire, donc voilà, j'ai la base, comment je vais me positionner, comment est-ce que je vais générer du chiffre d'affaires, combien j'ai besoin pour vivre. Et derrière, il y a plein d'outils comme ça qui permettent de
d'établir comme ça des fondamentaux qui ensuite permettent d'aller plus loin. Justement, par en aller plus loin. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié au revenu. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Ne pas parler d'argent quand on parle de freelancing, d'indépendance, c'est vraiment, je pense, éviter l'éléphant dans la pièce, puisque la seule raison pour laquelle, on va dire, les 90% des indépendants arrêtent leur activité, c'est parce que ils n'arrivent pas à gagner assez d'argent, en tout cas à se tirer un salaire assez important. Et parfois, il y a d'autres raisons, hein. C'est parce qu'ils préfèrent le confort d'une entreprise ou autre. Mais si on s'est lancé en indépendance, c'est quand même parce qu'on voulait la liberté, et parfois on arrête parce qu'on n'a pas eu assez de confort financier. Et du coup, vivre dans l'insécurité financière, c'est compliqué, surtout quand on n'a pas plein d'autres avantages qu'on a en salariat, par exemple. Donc la partie revenu, c'est l'une des premières à optimiser. C'est de se dire, ok, comment j'augmente mon chiffre d'affaires? Comment est-ce que j'augmente mon revenu net? Comment je fixe mes tarifs? Comment est-ce que j'assainis mon rapport à l'argent? Parce que ça aussi, c'est un sujet hyper important. L'argent, c'est un outil. Donc c'est facile à dire, oui, l'argent n'est qu'un outil, c'est un flux, ça va, ça vient, etc. Mais derrière, l'argent, c'est aussi la survie, quoi. C'est la base de tout, pour manger, pour avoir un toit, pour sortir, pour rencontrer des gens, pour s'amuser. Il faut avoir de l'argent. Pas forcément énormément, mais il faut en avoir en fonction de ce qu'on veut. C'est aussi préparer l'avenir. Donc justement, quand on est freelance, qu'est-ce qu'on fait pour la retraite, pour l'assurance, pour la mutuelle, pour la prévoyance, pour l'investissement, pour l'épargne? Tous ces aspects-là, ils sont hyper importants et ils sont pas forcément maîtrisés par une grande partie des freelances. Donc tous ces aspects liés à l'argent, c'est vraiment des sujets sur lesquels je pense qu'il faut le plus insister, parce que sans cette base-là, tout le reste, pareil, est un peu compromis. Un autre aspect qui est hyper important dans ce domaine-là et qui fait un peu la passerelle avec le prochain pilier, c'est la rentabilité. C'est bien beau de faire du CA, c'est bien beau de travailler X heures par semaine et d'avoir des clients, mais si on n'est pas rentable, ben en fait, ça ne sert à rien. La rentabilité, c'est vraiment se dire comment est-ce que je peux maximiser mon revenu en minimisant au final mon temps passé. Donc comment est-ce que je peux avoir un business qui roule et ne pas y passer ma vie concrètement. Et surtout, chaque projet doit être rentable. Évidemment, de temps en temps, on peut faire un projet qui est moins rentable que d'autres parce que c'est un projet hyper inspirant, à impact, engagé, c'est sympa, mais on peut pas faire que des projets comme ça qui nous font gagner à peine de quoi se rentabiliser, enfin même pas se rentabiliser du coup, mais à peine de quoi être à l'équilibre, on va dire. Et donc, je disais que ça fait la liaison avec un autre pilier qui est l'acquisition. Et l'acquisition client, donc trouver pas seulement des clients, mais trouver les bons clients, c'est un autre aspect. Alors ça, on en parle beaucoup. En l'occurrence, il y a beaucoup de conseils, beaucoup de personnes qui parlent de l'acquisition en freelance. Et à l'inverse, c'est marrant parce que je vois beaucoup de freelance qui croient que une fois qu'on est lancé, qu'on a fait un peu nos petites actions de base, c'est-à-dire être un peu présent sur LinkedIn et voilà, faire 2-3 petites actions comme ça, et ben les clients vont finir par tomber du ciel et que plus on travaille, au fil des années, plus les clients vont tomber du ciel. Sauf que ça marche pas comme ça. Les clients, ils tombent du ciel quand on a mis en place plein de choses. Là, effectivement, quand on a un système inbound de visibilité, quand on a fait ce qu'il fallait pour devenir une référence dans notre domaine, là, on a l'impression que les clients tombent du ciel. Sauf que quand on n'a pas tout ça, eh ben les clients, ils tombent pas du ciel, ils tombent pas du tout. Et on a beau aller les chercher, ils répondent pas. En place, du coup, finalement, pour que ça soit comme un système qui fonctionne un peu tout seul. C'est ça, c'est un peu un système d'acquisition solide. En gros, il y a deux manières d'avoir des clients, c'est soit l'inbound, soit l'outbound. Soit on fait venir les clients à soi, soit on va les chercher. Et parfois, on peut faire les deux aussi. C'est ça qui est le plus efficace d'ailleurs, si on veut vraiment optimiser. Mais je pense que en fonction de qui on est, on a une préférence. Moi, j'ai toujours aimé l'inbound, j'ai toujours aimé créer du contenu, attirer les clients à moi, que ce soit en créant du contenu, en étant actif sur LinkedIn, en ayant mes propres médias, en allant à des événements aussi, parce que moi, j'allais pas à des événements pour démarcher, pour prospecter comme ça. C'était vraiment pour rencontrer des gens. Et derrière, ça générait des opportunités. À l'inverse, je connais plein de freelances qui adorent prospecter, aller à des salons, aller à des événements pour aller démarcher, pour aller comme ça engager la discussion avec des prospects. Pourquoi pas, ça marche aussi, mais il faut être à l'aise avec ça. Et je pense qu'il y a rien de pire que de se forcer dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et c'est ok de se dire, moi je suis plus bon là-dedans, donc je vais faire ça. Et se dire que l'acquisition, c'est la base de tout le business, puisque c'est là où on va attirer, ou en tout cas attraper, choper de nouveaux clients. Mais c'est pas tout. Ensuite, il faut aussi pouvoir les satisfaire, les garder, les fidéliser et être recommandé derrière. Et tout ça, c'est des étapes qui sont un peu oubliées,
parce que c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué d'attirer de nouveaux clients en permanence plutôt que de garder les mêmes ou de se faire recommander par les clients de nos clients, les partenaires, les amis de nos clients. Et ça se construit par contre au fil des mois et des années. Ouais. Ouais, c'est un Et vrai système à mettre en place hein, pour pas se dire bon, j'ai fini avec ce client, je passe à autre chose. C'est c'est plutôt ça, comment entretenir la relation. c'est ça. Et au final, chaque client, c'est pas juste un client égale une presta égale un montant sur mon compte en banque. C'est beaucoup plus complet, je dirais, que ça. Et c'est chaque client, c'est une porte vers d'autres clients, vers d'autres opportunités. Donc se dire que c'est une sorte de toile comme ça, c'est une sorte de réseau qui se crée au final. Euh, et il y a plein de choses comme ça à réfléchir dans l'acquisition. C'est pas juste est-ce qu'il faut aller sur LinkedIn ou sur Insta, quoi. C'est beaucoup plus global que ça. Euh, mais voilà, je pense que c'est important de faire attention à ça. Ensuite, on a le pilier du temps. Le pilier du temps, c'est tout ce qui va être là beaucoup plus organisation, productivité, efficacité, concentration. Et ça, c'est des choses qu'on connaît aussi dans d'autres domaines. Mais globalement, ça encore une fois, on révolutionne pas le monde, hein, on va pas réinventer la roue. Mais par contre, on peut l'appliquer spécifiquement au freelance. C'est-à-dire qu'en freelance, comme je le disais, on a de la liberté, on a une certaine flexibilité avec notre temps. Donc, on peut se dire, je fais uniquement des blocs de temps d'1 heure et demie, 2 heures, et après je fais des grandes pauses entre. C'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'aime bien faire 1 heure et demie, 2 heures le matin, 1 heure et demie, 2 heures l'après-midi, et souvent c'est bon, j'ai fini ma journée, mais globalement j'aime bien parce que ça permet de recommencer de zéro tout frais à chaque fois, et d'être à fond pendant ce temps-là. Et quand je dis 1 heure et demie, 2 heures de travail, c'est pas 1 heure et demie, 2 heures où on va aussi discuter avec le collègue, et on va aussi checker Instagram et répondre aux commentaires sur LinkedIn. Sauf si c'est prévu dans la to-do. Globalement, c'est 1 heure et demie, 2 heures où on avance sur une tâche très précise de la to-do, on boucle cette tâche et on passe à autre chose. Et comme ça, on a vraiment bien avancé et c'est concret. Et après, il y a toutes les techniques qui permettent d'améliorer comme ça son niveau de productivité, donc pouvoir faire plus en moins de temps et en s'épuisant moins. Moi, il y a quelque chose, par exemple, que j'ai appelé l'effort optimal. C'est une notion qui, justement, permet de maximiser tous les éléments, l'environnement, le moment, la concentration, le momentum, etc., pour pouvoir atteindre un effort qui est ni trop bas, où du coup on va pas vraiment avancer, ni trop haut, où on va se cramer à mesure qu'on avance. Donc c'est des choses comme ça sur lesquelles je travaille, je m'inspire aussi de beaucoup de concepts qui existent, et j'essaie de les appliquer au freelancing. On a des choses très connues, hein, type matrice d'Eisenhower, etc., qui permettent de prioriser. C'était plutôt ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, on avait envie de savoir parce que tu nous teases et on a envie de. C'est quoi du coup cette méthode qui permet d'optimiser la concentration finalement tu nous en as un peu parlé sans nous dire exactement ce que c'était. Du coup, ça donne envie de savoir. La concentration, c'est un vrai sujet. Moi, il y a un truc que j'appelle l'hyperfocus. Et en gros, c'est comment on fait pour se mettre dans cet état d'hyperfocus. Et pour ça, on a évidemment les conseils un peu de base qui sont couper les distractions, se mettre dans le bon environnement, mettre de la musique adaptée. Parce qu'on sait qu'il y a certains types de musique, notamment la musique sans parole, mélodique, instrumentale, qui augmente comme ça l'activité cérébrale. C'est tout un ensemble en fait de facteurs qu'on va mettre en place pour être le plus efficace possible pendant une courte période. Et souvent, on dit qu'on est dans une période où l'attention est de plus en plus rare, c'est pour ça que il faut travailler de plus en plus là-dessus. Et moi, je suis le premier à ressentir les effets comme ça des réseaux sociaux et de la diminution du temps d'attention, d'où l'importance de vraiment me mettre dans un cadre spécifique pour avancer. Et évidemment, on a les petits conseils comme ça, par-ci par-là, que tout le monde connaît plus ou moins, mais qui, mis ensemble, ont vraiment un effet assez ouf. Mais il y a aussi tout ce qui va être plus, encore une fois, plus stratégique, plus high level, c'est-à-dire de se dire, bon là, je vais bloquer 1 heure et demie, 2 heures pour avancer. Ben, avant de m'y mettre, je vais déjà déterminer ce que je vais faire pendant cette période. Ce que je vais faire, quel est l'objectif, on va dire. Là, le but, c'est de rédiger cet article pour ce client. Ok, donc je vais faire ça. Et en attendant, je vais couper tout le reste, quoi. Je vais couper mes mails, je vais pas penser au reste. Et par contre, et dans ce bloc-là, se dire un peu méthode Pomodoro, donc se dire toutes les 30 minutes, si besoin, je fais une mini pause de 3 minutes où je me permets d'aller un peu sur Insta, de discuter avec les collègues ou je sais pas, de faire autre chose, d'aller faire un petit tour. D'ailleurs, ça aussi, c'est un vrai aspect. Là, on parle une fois qu'on est dans le moment,
comment on se concentre. Mais la concentration, c'est aussi lié à plein d'autres aspects qui vont bien au-delà. C'est l'hygiène de vie en général. C'est-à-dire que si on dort pas bien, qu'on a mal mangé, qu'on est déshydraté et qu'on n'a pas levé le cul de la chaise depuis 10 heures, on va pas être très concentré. Donc l'idéal, c'est de se dire au quotidien, adopter un mode de vie qui soit sain, où on fait nos 10 000 pas par jour, dans l'idéal, on bouge au moins un peu, on fait du sport, on a une bonne alimentation, on dort bien, on essaie d'être le moins stressé possible. Bon, ça, il y a encore plein d'autres aspects à débattre. Et ça, en fait, tous ces aspects-là vont nous permettre d'être plus concentrés. Donc au final, tout est connecté. C'est pour ça que j'aime bien parler de tout en même temps et de dire que tout est systémique et tout est une seule grande approche. Parce que si on fait que un des aspects, si on se dit juste, je coupe les distractions, à ce moment-là, peut-être qu'en fait, c'est là où on va commencer à s'endormir, parce qu'on n'est pas assez reposé, trop de charge mentale, etc. Donc voilà, c'est encore une fois un ensemble avec des petites techniques à l'intérieur, mais tout s'enchevêtre comme ça dans un grand tout. Très bien, je crois qu'il manque juste un pilier, le mindset, si je me trompe pas. C'est ça, alors c'est ce que j'appelle le mental, et globalement, on va dire que c'est tout ce qui rejoint l'aspect vision, l'aspect, on va dire, paradigme, déculpabilisation, parce que forcément, quand on travaille moins, on commence à culpabiliser, à se dire, ah, mais je travaille pas beaucoup, ça va être compliqué, les gens vont me juger, etc. Donc c'est un peu ces aspects-là, mais c'est aussi tout ce qui va être moins stressé, baisser la charge mentale, augmenter la sérénité. Et c'est tous ces aspects-là qu'on va travailler, parce que, évidemment, si tout se passe bien dans les autres domaines, là aussi, ça va aller mieux. On va être moins stressé, on va être plus assuré, etc. Mais il y a quand même tous ces points-là sur lesquels il faut travailler. Et malheureusement, on est dans un monde, peu importe ce qu'on fait comme métier en freelance, où on va être exposé à beaucoup de pression. Parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a les demandes clients, parce qu'il y a justement l'inflation, juste comme ça, des facteurs internes et externes qui font qu'on va être soumis à beaucoup de pression, de stress. Et même dans la vie perso, au final, si on a une vie de famille avec beaucoup de responsabilités, on va avoir comme ça le cerveau qui surchauffe et on va se sentir de moins en moins à l'aise. Donc, moi, je suis pas forcément de l'école de dire il faut optimiser le mental pour améliorer la productivité. Évidemment, ça aide, mais c'est pas juste pour ça. Pour moi, il faut améliorer son état mental pour améliorer son état mental. C'est-à-dire que c'est déjà une très bonne raison en soi de vouloir être moins stressé, juste pour être moins stressé. Pas juste pour se dire, je vais être encore plus productif quand je serai moins stressé. Tu vois, donc c'est prioriser ça. C'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis. Je vais essayer de résumer, mais vraiment, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, il y a quelque part, il n'y a pas de recette magique, en fait, et que c'est un peu peut-être ça, la recette magique, c'est d'accepter que, oui, il n'y a pas d'un claquement de doigts et ça va rouler tout seul. C'est plutôt un système holistique qui fonctionne en fait vraiment autour de la personne et du coup de ses partenaires. Et moi, j'aime beaucoup la notion de santé au cœur de ton système. Effectivement, si on n'est pas en bonne santé, si on ne prend pas soin de soi, si on n'apprend pas à se connaître dès le début, ça va être difficile d'avoir une activité non seulement rentable, durable, etc. Donc, toi, tu as vraiment posé ces 5 piliers en insistant sur le fait que tout commence par la structure. C'est le plus important, c'est ce que tu disais. C'est poser les bases. Et la structure, c'est quoi? C'est en fait ce que tu disais, de savoir déjà à la base, peut-être pourquoi je décide de faire ce que je fais. Finalement, comme entre guillemets, une vraie entreprise. Quelle est ma mission? Quelle est ma vision? Comment je veux me positionner par rapport à mes clients? Pourquoi j'ai envie de travailler avec tel client plutôt que tel client? Donc, c'est se poser des vraies questions, en fait. Et dès le début, dès la structure, c'est faire des choix. Faire des choix. Ouais, clairement. C'est ça, clairement. Je pense qu'il y a la notion, effectivement, d'accepter aussi de renoncer à certaines choses, en fait, qu'on peut pas être partout. La deuxième pilier, c'était vraiment le revenu. C'était, voilà, concrètement, avec de quel revenu j'ai besoin pour vivre correctement. Comment est-ce que je vais réussir à augmenter mon revenu, fixer les tarifs, etc. Sur ça, c'est intéressant d'ailleurs. J'en profite pour rebondir. Tu disais aussi pour les autres piliers, évidemment l'acquisition, la fameuse question hyper importante. Et là encore, c'était faire des choix, se connaître. Finalement, c'est ça, c'est faire des choix. On peut pas être partout. Se connaître, savoir est-ce que je suis plus quelqu'un qui prend du plaisir à poster sur LinkedIn ou alors plutôt à aller prospecter.
Yes. Et puis effectivement, la gestion du temps. Donc, super intéressant les conseils, en tout cas, Brice, merci beaucoup. Merci. Juste, juste pour passer un petit peu à la suite, euh, concrètement, donc on a bien compris ces piliers, les piliers dont tu parles, ils sont vraiment importants. Mais pour aller encore plus dans le concret, pour des freelances qui peut-être arrivent, tu vois, à bout de leur allocation chômage ou en gros qui ont des cycles commerciaux un peu plus longs, est-ce que tu as des stratégies à partager, peut-être pour réussir à en fait augmenter un petit peu la productivité sans forcément se brûler les ailes, même si on parle d'une courte période? Est-ce qu'il y a un petit peu des stratégies comme ça où est-ce que il faut vraiment revenir aux bases que tu as posées tout à l'heure? C'est vrai que c'est tentant de se dire quel est le conseil hyper actionnable qu'on peut donner maintenant. Le truc c'est que pour moi, on peut pas donner un conseil à un ensemble de personnes parce que en fonction du métier ça va être totalement différent, mais aussi parce que tous les aspects pratiques vont dépendre de l'aspect stratégique. Donc la priorité c'est déjà de se poser les bonnes questions et de se dire si aujourd'hui je gagne pas assez par rapport à ce que je voudrais, déjà, est-ce que j'ai besoin de gagner autant que ce que je veux? Oui. Est-ce que j'ai pas déjà réussi, entre guillemets? Est-ce que je pourrais pas apprendre justement à me satisfaire de ce que je gagne? Mais ça, c'est rarement le cas. C'est plutôt se dire pourquoi est-ce que je suis pas rentable? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à augmenter mon revenu? Est-ce que c'est parce que justement je travaille trop? Est-ce que parce que je me vends trop peu cher? Est-ce que j'ai un problème d'acquisition? Souvent, on a un problème sur l'un des 5 piliers. C'est-à-dire qu'on a un problème au niveau de ses prix, ou alors on a un problème au niveau de ses barrières mentales, ou alors on a un problème au niveau de sa gestion du temps. Et on a tous des problématiques différentes. On a rarement un problème partout, parce que sinon là, c'est vraiment qu'on n'est peut-être pas fait pour être freelance, ou alors qu'on est vraiment au tout début et qu'on a vraiment besoin d'être aidé. Mais globalement, on a souvent une voire deux grandes problématiques. Moi, je le vois avec les freelances que j'ai pu accompagner, que je vois au quotidien. C'est des freelances qui ont un blocage. Eux, leur truc, c'est j'arrive pas à signer mes clients, j'ai un problème d'acquisition. Mm. Par contre, tous ceux que j'ai, ils sont super contents, ils me payent bien, etc. Ou alors, à l'inverse, moi j'ai un problème de gestion du temps, c'est-à-dire que tout va bien, je gagne bien ma vie, les clients sont contents, etc. Par contre, là, je suis à 60 heures semaine, ça va, mais là c'est un peu beaucoup, là je fais plus que ça, quoi. Donc tu vois, c'est toujours un problème comme ça, donc identifier le problème, Mm. et ensuite surtout identifier la cause du problème, et toujours remonter à la cause de la cause de la cause de la cause. Donc on pourrait donner ça comme conseil très actionnable. Aujourd'hui, tu as sûrement un problème identifié, mais ce problème-là, c'est souvent à la surface. Donc, essayer de creuser. Ok, donc là, j'ai ce problème-là. Donc, pourquoi j'ai ce problème-là? Est-ce que c'est pour ça, pour ça, pour ça? Ok, donc remontons, remontons, remontons. Et très souvent, quand on remonte, on arrive à un problème très stratégique, très structurel, souvent au niveau vraiment des freins psychologiques, au niveau des croyances, au niveau de la structure du business, quoi. Parfois, on a une offre qui est pas adaptée. On a essayé d'avoir un concept original, alors que notre client, lui, il voulait juste une réponse très pragmatique à son besoin. Il voulait juste un site web. Il voulait pas une solution digitale sur mesure boostée à l'IA. Il voulait juste un site web fonctionnel. Et du coup, c'est se demander ce que veut le client et apporter une réponse à ce qu'il veut. Donc voilà, je pense que déjà son vrai problème et pas juste la conséquence, en tout cas les symptômes, c'est déjà la priorité. Et une fois qu'on a conscience de son problème, là on peut commencer à aller chercher des solutions, des conseils dans les domaines adaptés, etc. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu auras un exemple, tu vois, personnel peut-être à partager sur ça, à un moment où tu as eu un problème, comment tu t'es auto-diagnostiqué? Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? Peut-être, ouais, peut-être le tarif. Ça, c'est un problème. On est beaucoup de freelance à galérer là-dessus. C'est qu'on a du mal à se vendre à un prix, on va dire, raisonnable. Moi, j'ai l'avantage depuis très longtemps, d'être assez rapide dans ma façon de travailler. Évidemment, sinon, j'en serais peut-être pas là, en tout cas. Mais ça fait que j'ai toujours été un peu en dessous du tarif qu'on me recommandait. C'est-à-dire que même il y a quelques années, on me disait, ah, mais c'est pas cher, je trouve, ce que tu proposes au forfait. Je disais, oui, mais moi, avec ça, je m'en sors quand même à plus de 100, 150 euros de l'heure. Ah, ok, bon, ouais, c'est que c'est bien alors. Et sur le coup, quand je disais que je vendais, je sais pas, un post LinkedIn 100 euros, un article de blog 200 euros, une landing page 500 ou 1000 euros, 500 ou 1000 euros, hein, pas 500 000 euros. Parfois, on me faisait les gros yeux, mais les clients, eux, étaient très contents. Et justement, je trouve que c'est important aussi d'avoir ce truc de... J'essaie quand même d'avoir un tarif compétitif pour mes clients, parce que mes clients, c'est souvent des relativement petites structures.
des startups, PME, TPE, agences, indépendants. Et donc, je veux pas leur facturer plus que ce qu'ils peuvent vraiment dépenser. Je veux vraiment être rentable pour eux aussi. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important. Donc voilà, se dire, justement, là, je me priceais pas très très cher. Donc j'ai augmenté mes tarifs, hein, j'ai fait du x3 en quelques années. Mais j'ai jamais fini high ticket, quoi. J'ai jamais vendu 1000 euros la journée ou des posts LinkedIn à 400 euros, quoi. Je suis jamais tombé là-dedans. Et c'était un choix. Mais certains me diront peut-être, est-ce que c'était vraiment un choix ou est-ce que c'était pas plutôt un frein parce que tu t'osais pas te vendre plus cher, tu vois. Donc c'est peut-être cet aspect-là et de comprendre pourquoi est-ce que j'osais pas me vendre plus cher. Est-ce que c'est parce que je manquais de confiance en moi au niveau des résultats, est-ce que c'est parce que j'ai des croyances politiques qui font que j'ai pas envie comment dire, de demander trop d'argent à des boîtes qui en ont déjà pas beaucoup et qui ont besoin de payer leurs salariés, etc. Là, on parle d'un problème de pricing et on remonte, on arrive sur des croyances politiques. Enfin, donc c'est toujours un peu ce truc-là, même chez moi. Moi, j'ai pas eu trop besoin de me diagnostiquer, de m'autodiag comme ça, étant donné que j'ai tout fait de manière très fluide et j'ai mis en place les choses qui devaient être mises en place parce que je m'écoutais, etc. Comme on disait tout à l'heure. Mais bon, j'ai mis 8 ans, enfin un peu moins, là ça fait 8 ans, mais disons que j'ai mis quelques années quand même, 4-5 ans à vraiment être très à l'aise. On va dire que les 3-4 premières années, j'étais un peu plus dans le tâtonnage, un peu plus, je me cherchais, on va dire. Ouais. Hyper intéressant en tout cas. Merci beaucoup, Brice. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une question que je t'ai pas posée parmi tout ce qu'on a déjà parlé et qui te tient à cœur, que tu aimerais partager? J'aimerais bien rassurer aussi les freelances, les indépendants, les entrepreneurs. Je sais qu'en ce moment, depuis 2023, 2024, 2025, c'est un peu compliqué pour beaucoup parce que la crise est passée par là, la crise Covid, la crise post-Covid, l'inflation, l'actu morose, etc. Les boîtes qui sont plus réticentes à investir, la concurrence qui se développe, l'IA, etc. Voilà, on va pas tomber dans le drame. Mais j'ai envie de rassurer parce qu'en fait, il y a toujours des opportunités, il y a toujours de la place pour, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui savent prendre leur place. Et forcément, c'est plus dur qu'avant. Je vais pas le nier, c'est beaucoup plus dur que quand je me suis lancé. Mais aujourd'hui, on n'est plus en 2017, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont sensibilisées aux freelances. Il y a quelques années, c'était une exception de faire appel à un freelance. Aujourd'hui, c'est la normalité. Toutes les boîtes font appel à des free, qu'on soit une toute petite boîte, un indépendant, ou une grosse boîte, une TPE, PME, grand groupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y a de la place pour beaucoup de monde. Il y a de quoi faire. Il y a des projets. Il faut par contre vraiment se démarquer. Donc il y a plus de travail au niveau compétences business, comment se démarquer, comment se rendre visible, comment attirer des clients, comment satisfaire les clients, les garder, se faire recommander, etc. Par contre, il faut pas désespérer et se dire c'est foutu, j'arrête tout. De toute façon, on peut plus gagner sa vie en freelance, c'est mort. Donc, voilà, je pense qu'il y a de l'espoir à avoir. Tout c'est de travailler de la bonne manière et pas de se dire je vais faire comme on a toujours fait, je vais bosser comme un fou et ça va finir par marcher. Souvent, ça marche pas. Écoute, franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être rassurés, donc merci d'avoir ajouté ça. Et si jamais tu as des ressources, tu vois, des podcasts, des livres, des choses qui t'ont, toi, en tout cas, personnellement, beaucoup aidé dans ton parcours, que tu as envie de partager ou de recommander, n'hésite pas, je pourrais rajouter ça en description. Trop bien, ça marche. Voilà, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode de Même pas peur. Merci énormément, Brice, d'avoir partagé 1 heure avec nous, d'avoir donné tous tes conseils. Et en tout cas, moi, je vous invite vraiment à suivre Brice sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, même écouter son podcast qui va peut-être reprendre d'ailleurs. Qui a déjà repris à ce moment-là. Qui a déjà repris la semaine dernière. À bientôt pour un nouvel épisode de Même pas peur. Merci, à bientôt. Merci.